L'absence d'évaluation de l'homme, c'est peut-être ce qui va nous conduire à avoir des échecs en AMP. Alors, je vais passer très vite pour qu'on ait du temps sur la suite du programme. Donc là, je vais vous faire simplement l'évaluation de l'homme infertile, l'optimisation, les traitements médicaux, on en parlera cet après-midi. Donc, bon, ça, ce sont des définitions que vous connaissez bien entre la différence entre une fertilité, une fécondité, les hypofertilités et l'infertilité, avant vraiment de parler de stérilité. Les principaux objectifs, en fait, c'est d'identifier les conditions qu'on va pouvoir corriger, parce que l'avantage chez l'homme, c'est qu'on peut être curatif. L'AMP, je vous rappelle que c'est un traitement qui est palliatif, et de savoir quand s'arrêter et comment avoir un conceptus, un enfant en bonne santé. Alors, qui et comment explorer? En fait, c'est pas difficile. Tous les hommes dans un couple infertile doivent être explorés. Normalement, on ne devrait pas commencer d'AMP sans que l'homme soit vu par un expert de la fertilité, qui soit gynéco-andro ou uro ou andro seul. Ces hommes-là, ils doivent être explorés aussi pour leur expliquer en fait quelques petites choses qui vont totalement changer la prise en charge. Donc, explorer. En particulier, en fait, les hommes qui vont avoir des facteurs de risque d'infertilité, qui sont les facteurs de risque bien connus, de cryptorchidie dans l'enfance, pas descendu, l'antécédent de torsion, l'antécédent de chirurgie, les hommes qui ont une varice, les hommes qui ont une dysfonction sexuelle. La dysfonction sexuelle est souvent liée à la testostérone. Quand il y a une testostérone, c'est souvent qu'il y a une problématique de testicules. Donc, vraiment, il faut explorer tous les hommes et en particulier les hommes avec un antécédent urogénital. Il faut s'intéresser chez ces hommes, en fait, à leur histoire reproductive. Est-ce qu'ils ont déjà eu des enfants? Ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'ils ont déjà eu des problématiques de MST? Il faut s'intéresser à leurs antécédents personnels dans l'enfance, les pathologies de système, que ce soit le diabète, l'obésité, les cancers, les anomalies génétiques comme la mucoviscidose, donc vous le savez, qui vont donner des azoospermies obstructives, les problématiques ORL qui vont nous faire penser à des dyskinésies ciliaires. Il faut s'intéresser à l'environnement, on en reparlera cet après-midi, c'est pour ça que je vais me permettre d'aller assez rapidement, mais le tabac et le cannabis sont des causes majeures aujourd'hui d'infertilité masculine qui sont bien mises en évidence. L'alcool, ça fait pas tellement mieux, en particulier l'alcoolisation. Enfin, le fait de boire régulièrement plus de 6 verres par semaine, c'est énorme. Et puis, les petites choses dont on a tendance à pas penser, la chaleur, et en particulier l'ordinateur sur les genoux, plus que le sauna et le hammam, les perturbateurs endocriniens, on passe notre temps à boire dans des bouteilles en plastique qui sont bien de phtalate, c'est pas extrêmement pour la santé de vos spermatozoïdes, messieurs. La prise de stéroïdes anabolisants, pour quand on va à la salle de gym, les compléments alimentaires qui, bien mis en place, vont entraîner une amélioration des choses, mais mal mis en place, vont être extrêmement délétères sur la fertilité masculine. Donc la recommandation, en fait, c'est de scruter vos patients pour savoir comment ils bougent, comment ils boivent, comment ils fument et ce qu'ils prennent à côté. Les facteurs de risque professionnels, c'est sûr que le cadre supérieur va pas avoir les mêmes risques en termes d'infertilité que l'agriculteur en pleine température avec des perturbateurs endocriniens partout. Les antécédents familiaux, c'est sûr qu'il faut s'intéresser à savoir si le frère ou le père a eu des difficultés à avoir son enfant. Est-ce qu'il y a eu des traitements, une chimiothérapie, ça c'est extrêmement toxique. Est-ce qu'il y a des anti-infectieux? Est-ce qu'on a pris des stéroïdes? Est-ce qu'on a eu un traitement de l'HBP? Ce sont des choses qu'on connaît, mais qu'il faut vraiment rechercher de façon systématique. Plus intéressant au niveau de la sphère urogénitale, il va falloir chercher en fait les signes en rapport avec une maladie inflammatoire de la glande accessoire, qui peuvent être des douleurs, un type de prostatite chronique, des brûlures, des dysfonctions sexuelles qui vont s'y associer. Donc ça aussi, il va falloir scruter tous les symptômes de vos patients. L'examen clinique, il est essentiel. Et c'est un examen déjà général. Quel est le morphotype du patient? Quel est le morphotype de la répartition graisseuse? Son IMC et gamètes, ça fait pas bon ménage. L'examen mammaire, est-ce qu'il y a une gynécomastie qui va nous faire penser à une hyperostrogénation? Est-ce que le pénis, ça sent un méa urétral en position apicale, ou est-ce qu'à contrario, on a plutôt un hypospade? L'examen scrotal est extrêmement important. Il faut vraiment prendre le temps de palper les testicules des patients. Ça se palpe allongé, dans une salle réchauffée, et puis ensuite en position debout, à la recherche de cette fameuse varice.
Alors, comment est-ce qu'on va mesurer? Comment est-ce qu'on va examiner? On mesure, soit on a un orchidomètre, soit on a un centimètre, soit on mesure, parce que cliniquement, on fait régulièrement des examens cliniques et on va avoir un volume approximatif. On va essayer aussi de chercher les douleurs, en particulier au niveau de l'épidyme. On va palper le déférent sur toute sa longueur, savoir s'il en manque un petit morceau ou non. On va rechercher cette fameuse varice dont on va reparler ultérieurement, donc je ne vais pas vous le refaire là. Donc c'est extrêmement important, l'examen il doit être complet, il faut les regarder de la tête aux pieds. Et en particulier sur la tête, est-ce qu'ils n'ont pas pris aussi des médicaments contre la chute des cheveux qui vont entraîner des problématiques, on le sait aujourd'hui, d'infertilité. Du coup, on le met sur une petite grille, en fait, ça c'est assez simple. On coche, est-ce que j'ai une gynécomastie? Est-ce que j'ai une érogénation normale? Est-ce qu'il y a de la barbe ou pas de barbe? Comment est mon scrotum? Est-ce que c'est plutôt un scrotum rétracté? Est-ce que la peau est épaisse? Est-ce que les testicules sont présents tous les deux? Est-ce qu'on a un padicule adipeux au niveau des cuisses ou du pubis? Quelle est la taille des testicules? Donc voilà, petite grille toute simple où on note tout ce qu'on a trouvé. Après l'examen clinique, l'examen de l'homme infertile, c'est le spermogramme. L'homme ne se définit pas par son spermogramme, mais ça va quand même être extrêmement intéressant de l'avoir. Donc le spermogramme, vous savez bien qu'on va regarder est-ce qu'on a ou non des spermatozoïdes, combien on en a, est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'ils sont vivants, quelle est leur morphologie. Ces examens, ils doivent être absolument faits chez des patients qui sont préparés. Il faut leur dire un petit peu comment ça va se passer un recueil, qu'ils ne soient pas surpris d'aller au laboratoire et qu'on ne leur demande pas une analyse sanguine, mais en fait un recueil par masturbation. Donc prévenez vos patients, dites-leur que c'est peut-être pas l'examen le plus facile à réaliser à 8 h du matin. Et choisissez bien votre laboratoire de manière en fait à ce que votre examen soit reproductible. Donc la recommandation, effectivement, là aussi, c'est après l'interrogatoire systématisé, c'est de réaliser le spermogramme. Quels sont les autres examens qu'on va réaliser chez un homme infertile? Parce que nous aussi, on a des examens, il n'y a pas que les gynécos qui peuvent prescrire des choses. L'examen essentiel, c'est l'échographie des voies génitales. Pas parce que les urologues ou les andrologues ne savent pas examiner les testicules, mais parce que chez ces patients qui sont infertiles, il y a plus de risques de cancer testiculaire. Et que chez ces hommes-là, on va découvrir effectivement à peu près 1 à 0,5% de tumeurs qui sont non palpables. Donc l'examen d'échographie, il est essentiel. C'est obligatoire. Il va s'intéresser au volume testiculaire, bien sûr, mais il va s'intéresser aussi, en fait, à la présence du déférent. Est-ce qu'il est granuleux? Est-ce qu'il est fibreux? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir des mouvements browniens? Vous savez, les mouvements browniens, c'est ces espèces de mouvements des flagelles dont on pense au niveau de l'épidyme. Est-ce qu'on a des microlithiases? Ces microlithiases qui, dans un contexte d'infertilité, sont un facteur de risque de néoplasie germinale intratesticulaire. Et puis enfin, c'est un Doppler aussi qu'on demande. Donc le Doppler, il va nous indiquer la présence de cette varice qu'on a déjà diagnostiquée. L'échographie prostatique, pas toujours. L'échographie prostatique, on va la faire chez certains patients qui vont avoir une azoospermie obstructive ou quand on retrouve un faible volume éjaculé, même si on a des spermatozoïdes. On peut avoir une atrophie d'une vésicule séminale d'un seul côté ou l'absence d'un déférent d'un seul côté. C'est extrêmement important de le faire réaliser l'échographie par un opérateur qui est rompu en fait à cette technique. La fois précédente, j'avais eu la chance de rencontrer Mouna, qui est radiologue à Casablanca et qui réalise extrêmement bien ces examens. Donc l'échographie, elle est obligatoire par un opérateur que vous connaissez bien, avec qui vous allez pouvoir échanger. Moi, tous les jours, les radiologues avec qui je travaille, on s'appelle pour se dire « Ouais, tu avais raison, il y a effectivement une varice, il y a un machin, il y a une petite tumeur. Mais tu penses qu'elle est comment, cette petite tumeur, en fait? On pense plutôt qu'elle est bénigne, elle a quel aspect ?» Ça évite d'aller trop vite vers une tumorectomie qui va être délétère pour le parenchyme testiculaire. Effectivement, là aussi, l'échographie transrectale ou l'IRM, vous allez demander à un opérateur qui va être sélectionné parce que c'est pas toujours évident de décrire ces fameux kystes intraprostatiques ou ces sténoses des canaux éjaculateurs pour lesquels on aura une injonction thérapeutique derrière. Donc là aussi, en fait, n'hésitez pas à demander des examens motivé par un volume de sperme diminué ou une azoospermie obstructive à un opérateur que vous connaissez. Les radiologues sont des super techniciens de l'imagerie. Ils ont besoin d'être orientés. Ils ont besoin de savoir ce que l'on recherche. Donc la recommandation
numéro 2, c'est que l'imagerie, elle est extrêmement importante dans la prise en charge de l'homme infertile. Qu'en est-il de l'évaluation endocrinienne? Est-ce que c'est nécessaire d'évaluer l'homme au niveau de son versant endocrinien? Effectivement, en fait, il va falloir l'évaluer. Alors, pas chez tout le monde, même si de mon côté, j'ai une tendance à explorer un petit peu tous les hommes, mais c'est aussi parce que je vois des patients qui sont un peu plus graves que dans d'autres cas. C'est ces hommes, en fait, qui vont avoir des caractéristiques d'hypogonadisme. Je me rase beaucoup moins souvent, la pilosité diminue, je suis fatiguée, j'ai une problématique érectile. Chez les hommes aussi qui ont une anomalie du spermogramme, on va s'intéresser, dès qu'on a une concentration qui va être inférieure à 10 millions, on va s'intéresser aux problèmes hormonaux. Alors, qu'est-ce qu'on évalue en fait? La recommandation, elle est très simple, c'est la FSH, la testostérone, et la testostérone dans ces deux formes, totale et biodisponible, puisque c'est la biodisponible qui va avoir un impact sur la spermatogenèse. Il faut demander les deux. En cas d'anomalie, on va un petit peu élargir le bilan en demandant une LH, une prolactine, une inhibine B. L'inhibine B qui va être on en a parfaitement parlé ce matin en fait, qui va être le chocolat du spermatozoïde. C'est lui qui va lui donner la possibilité d'être en super forme. Donc c'est important d'avoir l'inhibine. L'inhibine qui ne va pas par contre être un marqueur de prédiction positive d'avoir des spermatozoïdes en cas d'azoospermie, mais qui est très intéressant pour savoir si on a des cellules de soutien. Donc voilà, la recommandation numéro 2, en fait, c'est effectivement de faire une FSH et une testostérone en cas d'anomalie du spermogramme de vos patients inférieur à 10 ou 20 millions en fonction de vos centres. Est-ce qu'il y a d'autres examens qu'on pourrait demander en termes de spermiologie? Bah ouais, la spermoculture. La spermoculture, on va la demander de façon systématique, en fait, quasiment à chaque fois. En particulier chez les patients qui ont des antécédents infectieux, en particulier si on a une symptomatologie évocatrice, même si la symptomatologie peut être très large, parce que ça va de la douleur en urinant à la petite brûlure mictionnelle. Ça va être important de savoir quels germes on va retrouver et ne pas traiter tous les germes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal de spermocultures positives qu'on ne devrait pas traiter. Ou au moins recommencer la spermoculture. Ça, il ne faut pas hésiter en fait à demander à vos patients de la recommencer. Et puis les germes, on les traite en fait en fonction du niveau de contamination. Il y a des germes qu'on traite de façon systématique, qui sont le gonocoque et le chlamydia, qui sont pathogènes par leur présence. Et les autres, c'est vraiment en fonction des seuils. Donc ne vous jetez pas sur l'antibiothérapie pour chaque patient, d'autant plus que l'antibiothérapie peut être délétère. Déjà sur le spermatozoïde lui-même et surtout sur le microbiote du sperme, pour lequel on a l'impression aujourd'hui que l'environnement du microbiote va être extrêmement important pour la capacitation du spermatozoïde à passer à travers la glaire, mais aussi à rentrer dans l'ovocyte. Donc arrêtons l'antibiothérapie à tout va, essayons de réfléchir avant de mettre des antibiotiques. Est-ce que la biochimie du plasma séminal, c'est juste pour faire joli? Ben non, pas tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'imagerie qu'on peut avoir, on sait très bien où vont les obstacles. La biochimie du plasma séminal, ça permet aussi de savoir un peu plus, est-ce qu'on a une maladie inflammatoire où on va avoir non pas un effondrement, mais une modification de l'ensemble des paramètres de la biochimie. Donc ça non plus, il ne faut pas oublier de le demander, en particulier quand on va avoir une diminution du volume ou une coupe obstructive que vous supposez. La biochimie, l'avantage, c'est que chaque organe a son marqueur. Donc voilà, sur l'épididyme, on sait qu'on va doser la carnitine, sur la vésicule séminale, le fructose, sur la prostate, le zinc, le citrate. Et ça va nous permettre de réfléchir en fait à quelle glande on va essayer de traiter pour améliorer la fertilité spontanée ou en AMP de ce patient. La biochimie séminale, elle est extrêmement importante. Le sperme, c'est un cocktail. C'est comme le Morito. Si vous oubliez de mettre un peu de zinc, en fait, ça ne va pas marcher. C'est comme le menthe dans le Morito sans menthe. C'est pas bon. Voilà. Donc, c'est des choses qui me paraissent essentielles aujourd'hui. Le spermatozoïde, c'est pas une cellule isolée. C'est une cellule, en fait, avec c'est une espèce de piscine, puisque lui-même ne sait pas combattre le stress oxydatif, puisqu'il n'a pas de bouée autour de lui. Vous savez, son cytoplasme, il est extrêmement réduit. C'est pour ça que l'environnement, son plasma séminal, c'est extrêmement nécessaire.
Est-ce que la recherche d'anticorps antispermatozoïques, ça va être important? Oui, ça va être important, en particulier en fait chez des patients qui vont avoir un antécédent chirurgical au niveau de la voie séminale ou au niveau du testicule, chez les patients qui ont présenté une torsion ou un antécédent traumatique. Donc là aussi, on va pouvoir rechercher ces anticorps. C'est pas systématique, mais ça va permettre d'améliorer aussi une fertilité naturelle parce que ça se traite quand on a des problématiques d'anticorps comme ça. Il y a un autre test qui est extrêmement important, d'autant plus que vous avez une population d'hommes diabétiques, c'est la recherche de spermatozoïdes dans les urines. Une aspermie ou une azoospermie avec un petit volume. De temps en temps, en fait, c'est parce qu'on a une rétroéjaculation, en particulier sur aussi des traitements type alpha-bloquant. Là, dans ce cas-là, on recherche des spermatozoïdes dans les urines. Comment est-ce qu'on fait? Il faut alcaliniser les urines, c'est extrêmement important. C'est un examen qui va être simple. On va demander aux patients, en fait, de se masturber, d'avoir un orgasme et ensuite d'uriner et de récupérer les urines pour les analyser. Le test qui me paraît absolument plus nécessaire aujourd'hui, c'est le test post-coïtal de Hühner-Hensler. Ce test, il est à mon avis uniquement intéressant pour savoir si les patients ont des rapports sexuels pénétrants intravaginaux. C'est le seul moment où je le prescris, quand j'ai un doute sur la compréhension de la sexualité des patients. Ça arrive. Le TMS, ça, c'est un test qui est obligatoire, à mon avis, en fait, qui va nous permettre de réfléchir avec l'ensemble de l'équipe à quelle stratégie on va avoir. C'est sûr qu'un TMS à 0,1 million, on va peut-être pas se lancer non plus dans de l'INSEM, mais plutôt vers de l'ICSI. Donc vraiment, ayez un TMS bien fait dans un laboratoire rompu à cette activité. Ce qui paraît essentiel aujourd'hui, c'est que le spermogramme, c'est un petit peu l'ASP, à mon avis, de la fertilité chez l'homme. C'est-à-dire que c'est un examen assez ancien qui va nous décrire 2-3 trucs. C'est-à-dire que les spermatos sont là, ils sont mobiles, ils sont vivants. Éventuellement, vous avez des bons laboratoires sur lesquels ils vont vous donner les formes typiques des patients, mais on n'a pas l'intégrité de l'ADN. Et ça, on va en reparler cet après-midi. En fait, on a pas mal aujourd'hui de patients à spermogrammes normaux sur lesquels on n'a pas de fertilité, et c'est là l'intérêt de ces tests en fait d'intégrité de l'ADN, qui sont des tests qu'on fait régulièrement aujourd'hui, en particulier le tunnel, et qui va nous permettre de savoir s'il y a un intérêt à mettre en place différents traitements tels les antioxydants pour améliorer les chances de grossesse en FIV et en naturel. Les autres examens sont les examens génétiques. Les examens génétiques, on ne les prescrit pas de façon systématique, on va les prescrire en fait chez les patients qui vont présenter des azoospermies ou des oligospermies inférieures à 10 millions de spermatozoïdes. Les principaux examens qu'on va demander, ce sont les examens de karyotype, de microdélétion et les tests sur les obstructifs qui sont CFTR aujourd'hui. Donc voilà, le karyotype, vous le demandez de façon systématique en cas d'azoospermie et de spermogramme inférieur à 10 millions par ml. Au-delà de 10 millions, on a beaucoup moins d'anomalies du karyotype. Les anomalies qu'on va retrouver, c'est en particulier les anomalies de nombre de chromosomes sexuels, et c'est le fameux syndrome de Klinefelter, qu'on va retrouver effectivement chez 2/3 des hommes infertiles en cas d'azoospermie. Donc ce n'est pas rare du tout, c'est la maladie chromosomique la plus fréquente aujourd'hui. On va aussi retrouver des anomalies de translocation, et ça c'est en particulier à rechercher en cas de fausse couche ou de malformation du conceptus. Hier soir, on a parlé d'un cas clinique en ce sens. C'est extrêmement important d'avoir un karyotype dans ces cas-là. Les microdélétions du chromosome Y, là aussi, c'est un des éléments clés en fait de la prise en charge de l'homme, et en particulier avant d'organiser une thésée ou une microthésée dans le cas de l'homme azoosperme. Ces microdélétions, elles vont avoir un facteur pronostic. Aujourd'hui, on sait très bien que les hommes qui ont une azoospermie avec une microdélétion de type A ou B complète, on n'aura pas de spermatozoïdes à la biopsie.
C'est difficile, en particulier chez les patients qui ont une azoospermie avec une microdélétion de type B, de ne pas aller à la biopsie, parce que ce sont des patients qui phénotypiquement présentent en fait tous les facteurs pour avoir des spermatos à la biopsie. Ce sont des hommes avec des testicules de volume normaux, une testo qui est normale, une FSH qui est basse. On a très envie d'y aller. Ça ne sert malheureusement à rien. On sait qu'on ne va pas avoir de spermatozoïdes. Alors, sauf dans une étude, ils en ont trouvé quelques-uns, effectivement. Mais je pense que ce n'était pas des microdélétions complètes. La microdéltion, on va en trouver. Et par contre, ces microdélétions-là, elles sont intéressantes à demander. Dans les publications, le seuil pour les demander, en fait, c'est 5 millions. On a l'impression que c'est vraiment au-delà de moins d'1 million de spermatozoïdes dans l'éjaculat qu'on va avoir ces microdélétions qui vont être présentes. En cas d'obstruction, ce que l'on va demander, en fait, c'est l'analyse du gène CFTR. Donc le CFTR, vous savez, c'est le gène qui code pour la mucoviscidose et autres affections qui sont liées. En fait, c'est un gène qui va jouer sur un canal au niveau de la membrane cellulaire. Les hommes qui ont une agénésie des canaux déférents vont pas avoir de façon systématique une mucoviscidose. Par contre, c'est un gène que vous avez demandé aussi chez la femme, parce il y a beaucoup de porteurs hétérozygotes, donc on va avoir un intérêt en fait au diagnostic prénatal avec un avis par le généticien. Donc chez vos patients qui ont une azoospermie obstructive à petit volume avec des marqueurs épidimères diminués, effondrer des déférents qui ne vont pas être palpés sur toute leur longueur, c'est extrêmement important de demander ce séquençage du gène. Donc aujourd'hui, on demande sur ça des séquençages du gène qui sont complets. Voilà, mais vous avez d'autres anomalies génétiques qui aujourd'hui ont été mises en évidence, qui là aussi entraînent l'absence de canaux de façon bilatérale. Et puis vous avez des anomalies qui sont liées en fait à des anomalies migration, qui cette fois-ci s'associent en fait à des anomalies rénales sur lesquelles on n'a pas aujourd'hui de génétique qui soit mise en évidence. Donc la recommandation, elle est très claire, c'est en cas d'azo, le karyotype, en cas d'oligo inférieur à 10 millions, le karyotype, les microdélétions dès qu'on passe à inférieur à 1 million, et quand on va penser en fait à une anomalie obstructive de façon systématique, on demande CFTR chez le patient, mais aussi chez sa partenaire, parce que le but de tout ça, c'est quand même d'avoir un bébé en bonne santé. Vous avez vu, c'est quand même relativement rapide, mais pas facile, parce que l'interrogatoire, il est policier, parce qu'on va rechercher tous les antécédents et en particulier tout ce que les patients ne veulent pas nous dire, les différents traitements qu'ils prennent tout seuls dans leur salle de bain le matin pour être beaux, avoir des beaux cheveux et faire de la gonflette. Et le reste de la présentation sera plus tard.